s'il faut courir très vite comme ça, 20 km/h, c'est pas ça. On va aborder maintenant les mauvaises répartitions des prises, temps de digestion et le délai d'ingestion. Alors, avant un effort, je mange quand? Mais il y a la règle des 3 heures à respecter. Qui utilise cette règle? Voilà, je mange 3 heures avant de faire mon activité. Vous êtes aussi à peine à la moitié, c'est souvent le cas. Si vous ne faites pas ça, vous allez vite comprendre les dégâts. Parce que vous avez compris. Vous pourriez prendre, par exemple, un repas 3 heures avant, une collation si nécessaire, une collation nécessaire 1 heure ou 2 avant l'activité physique, voire une collation beaucoup plus légère, 1 heure à 30 minutes avant. Là, par exemple, j'ai pas de souci à manger une bonne crème avec banane, confiture, un peu de miel, enfin voilà, pas de souci avec ça. C'est clair que là, je ne vais pas manger ma tartine avec mon bacon et je la gelée. C'est clair que je vais plus sur une banane, par exemple, ça passe. Ça peut être aussi quelques flocons d'avoine chez certains, je dis ça passe très très bien, par exemple. C'est un exemple de collation avant l'effort. Et pourquoi manger 3 heures avant? Comment? La digestion. La digestion, une des particularités, c'est que votre système digestif, il est très complexe. Vous mangez, l'estomac, ça passe dans vos intestins, ça prend du temps. Est-ce que vous pensez réellement, je vais vous poser ça d'une autre manière, quand vous mangez quelque chose, imaginez-vous, vous avez mangé un morceau de viande avec un peu de riz, un peu de légumes, à votre avis, combien de temps ça prend avant d'être éjecté? 4 jours? Entre 1 et 3 jours. C'est très individuel. Effectivement, ça peut être entre 12 heures et 3 jours. Oui, c'est très individuel. Raison pour laquelle vous devez apprendre à vous connaître. Par contre, une règle, simplement, qui est celle-ci, 3 heures. Parce que l'on sait que généralement, dans les 3 heures, on a une vidange gastrique. On a éliminé une partie. Entendez-vous bien, si je mets, imaginez-vous, une sardine avec du riz et de l'huile d'olive sur mes légumes, etc., automatiquement, je vais à peu près avoir entre 5 et 7 heures de vidange gastrique. Tout simplement. Si je mange un œuf et je mange de riz et que je mets un peu d'huile, je prends des légumes cuits sur lesquels je mets un peu d'huile, ben là oui, 3 heures ça va fonctionner sans problème. Tout dépend de la densité énergétique que je vais consommer. À votre avis, cet intestin, vous avez maintenant passé les 3 heures. C'est parti, je fonce. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sanguin, au niveau du système digestif? Comment? Donc, entre autres, effectivement, on a considéré cette énergie, donc il va fournir l'énergie. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on mange, on fournit d'emblée l'énergie dans la circulation. On n'attend pas que l'intestin ait fini. Il faut que l'intestin ait quasiment un peu fini son travail pour pouvoir fournir l'énergie. Raison pour laquelle on met cette distance. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que quand vous vous mettez en mouvement, et donc ça répond aussi à des questions qu'on peut se poser je déjeune un quart d'heure après, on va courir. Imaginez que vous faites ça. Je diminue mon système sanguin au niveau digestif de l'ordre de 70%. C'est-à-dire que le sang, il va aller préférentiellement dans vos jambes, si vous allez courir. Évidemment, si à ce moment-là, je n'ai pas un délai suffisant, je vais avoir toute une série de nutriments dans mes intestins qui vont amener, vu que j'ai une perte importante de volume sanguin, puisque le sang repart dans le muscle, je
vais y avoir donc une différence de concentration de substances dans les intestins tellement importante que je vais avoir un appel d'eau, d'autant plus si les aliments sont dans le gros, colon qui est là. Et si j'ai un appel d'eau dans l'intestin, qu'est-ce qui se passe quand je cours? J'ai la diarrhée. C'est beau, hein? C'est la diarrhée. C'est typiquement la chose. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, vous êtes pas obligé de lever la main. Mais ça arrive plein de fois. J'ai plein de gens en consultation pour ça. Et quand j'explique, ah ouais, je comprends. Oui, évidemment, je ne mets jamais de délai entre lorsque je mange et mon activité physique. Donc, j'abîme mon intestin. Et malheureusement, en fait, en l'abîmant, ça se produit. Et puis tout d'un coup, on vient 6 mois, souvent on vient 6 mois, 1 an après le dégât, et là, moi je vais faire ça en 15 jours, c'est pas possible. Il faut quelques mois pour tout rétablir. Mais c'est typiquement l'exercice. Alors, c'est un exemple évidemment que j'ai donné ici, mais il y a une raison aussi, comme l'auteur l'a dit tout à l'heure, cardiovasculaire, c'est important effectivement. Votre système sanguin amène même dans certains cas à l'hypoxie, c'est-à-dire qu'il y a certains endroits des intestins qui ne sont même plus irrigués. Ouais. C'est aberrant. Et donc il n'y a plus d'oxygène. C'est l'enjeu. Évidemment, si à ce moment-là, on est dans un schéma de suralimentation où on n'a pas de délai, ça peut amener effectivement aussi à une dysbiose très importante, c'est-à-dire une concentration de bactéries qui sont là logiquement pour vous rendre service, où les bonnes vont disparaître, les mauvaises vont être remplacées, vont être présentes, et qui vont vous amener à une diminution de performance, qui vont vous amener à une diminution de votre immunité. Vous avez déjà entendu parler du fait que les intestins, c'est le deuxième cerveau, parce que c'est le centre de l'immunité aussi. Donc, essayez de gérer au mieux cette distance du repas par rapport à votre activité physique. Et s'il y a un manque d'énergie, vous mettez une collation contre elle. Ok? En plus, vous allez le secouer dans tous les sens. Ce qui est, oui, tout à fait. Ce qui est d'autant plus important, c'est que plus vous serez gainé, et plus vous allez me rendre service. Ce soir, quand vous rentrez, je ferai 10 minutes de gainage, pour ça. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'éviter ça. Il faut digestif. Ça, c'est typiquement un professionnel qui a dépassé son volume d'absorption au niveau intestinal et qui n'a pas respecté son délai, avec des concentrations de sucre trop importantes. Ça, c'est typiquement, malheureusement, un problème digestif. Ça se voit. Oui, il y en a qui n'ont pas vu tout de suite. C'est bon, c'est pas vrai ça. Il a fait dans 5 kilos. Et oui. Et c'est un pro, c'est une belle image, mais chaque fois, c'est tellement beau. Et il y en a qui rigolent pas, c'est déjà passé, donc je ne vais pas vous le dire tout de suite à qui c'est arrivé. Et là, c'est typiquement en fait le problème osmotique qui peut arriver avec une usure, enfin quelque part une répétition d'usure au niveau intestinal, c'est le fait de répéter les chocs, et qui n'a pas bien géré son alimentation. Et automatiquement, ça peut induire chez les professionnels des gènes importantes, au point d'arriver chez les amateurs aussi à une déshydratation très importante. Là, par contre, vu les conditions, j'espère qu'il est maquillé, parce que si c'est une vraie photo, je ne sais même pas s'il est encore vivant, parce que ça c'est typiquement une déshydratation importante qui amène à un risque cardiovasculaire multiplié par 25 jours. Donc, voilà. Le risque, effectivement, c'est que ne se relève pas dans l'heure, qu'il fasse un gros problème comme on l'a parlé tout à l'heure. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Vous pouvez nettement les éviter si vous faites attention à votre manière de vous hydrater et votre manière de manger, surtout en ayant un décalage par votre repas, exercice. Je mange quand et après? Vous mangez après ou pas? Qui mange après avoir fait un bon entraînement? Qui ne mange pas après un entraînement? Il y en a qui ne mangent pas, je ne sais pas ce qu'ils font.
Pas du tout. Ok. Qui mange dans les 30 minutes après l'entraînement? Qui mange dans l'heure? Qui mange dans les 2 heures? Dans les 3 heures? Alors tout ça a d'importance. Parce que, après l'effort, lorsqu'on mange, c'est fait pour réparer les tissus. Ok? Essentiel de la reconstruction. Et il y a effectivement une règle qui s'appelle la règle de la fenêtre métabolique. Vous devez effectivement manger une collation dans la demi-heure, c'est très important. Ou manger votre repas rapidement. Si vous, imaginez-vous, vous partez avec des potes, des amis, vous allez courir et vous savez que vous avez encore 45 minutes de route avant de rentrer, clair et net. Vous prenez une collation dans votre voiture. Vous mangerez rapidement, dans moins de 2 heures. C'est pas 2 heures après la collation, c'est 2 heures après la course, à pied. Okay, donc les 45 minutes, il reste plus qu'1 h 15. Dans leur cas, vous devez absolument avoir un repas complet qui correspond à cette fameuse pyramide. Et je vais vous expliquer maintenant petit essai que vous allez avoir avant et après, mais c'est essentiel. Si vous pensez que vous allez perdre du poids ne mangeant pas, c'est l'inverse. Vous stressez votre corps et le corps il va penser à une chose, c'est stocker de l'énergie. Oui? Oui, le point de vue collation dans les 30 minutes, c'est quoi, protéines ou... Alors, excellente réflexion. Oui, lorsqu'on mange en collation après l'activité physique, on doit avoir une source de protéines et de glucides, les deux ensemble. Okay, c'est ça un élément important, avec un minimum d'un rapport de 3-4 glucides en portion pour une portion de protéines. Okay, donc on doit évidemment avoir plus de glucides que de protéines, mais on doit effectivement avoir de protéines. On peut rester avec l'isotonique. Alors on peut terminer avec l'isotonique, oui, la seule chose c'est qu'il faut manger quelque chose de plus protéiné. Comment? La feta. Ok. C'est un fromage, oui. Alors le bœuf séché, effectivement, c'est très protéiné, ça c'est vraiment très concentré, pas de problème, c'est très salé, donc c'est intéressant aussi si on a fait une bonne sortie, intéressante. On a mis pas mal de sel alors dans sa boisson, parce qu'il ne faut pas avoir un excès non plus. Ça peut être intéressant, ça peut être une alternative. Moi, je vais vraiment proposer un repas complet, mais la collation, oui, ça peut être par exemple aussi un shake, ça peut être aussi, moi j'aime bien, c'est le lait chocolaté, simplement avec une banane dedans, par exemple, une banane comme ça, séparée avec un lait chocolaté, ou voilà. Ou tartines sur lesquelles vous allez mettre un fromage blanc. Voilà, c'est des choses ensuite qui peuvent être facilement, que vous pouvez emmener facilement aussi. Ça peut être aussi une crêpe, simplement, vous allez rouler, vous allez mettre dans votre voiture et sur le trajet du tour, vous allez manger une crêpe comme ça. Il faut aussi des choses très faciles en quantité, okay, si vous êtes à l'extérieur. Maintenant, cette collation, elle est indispensable si, par exemple, sauf si vous faites le repas. Moi, je rentre de l'activité physique, il est clair que vous allez peut-être pouvoir simplement manger, vous n'êtes pas obligé de faire de collation, vous mangez en même temps. Okay? Dans le cas où on choisit de courir à jeun, déjà ce qu'il y a à l'intérêt, et ensuite, est-ce qu'on va respecter justement 2 heures d'attente après son activité physique, souvent c'est pas encore alimenté, ou alors est-ce qu'on peut manger tout de suite? Il faut manger tout de suite. Course à jeun, on doit manger tout de suite. Et ça, je vais en parler à la course à jeun tout à l'heure, parce qu'il y a une course à jeun, dans le sens où il y a une course à jeun, effectivement, si elle est intensive ou si elle est légère. En fait, tout dépend. Il y a beaucoup de temps aussi. Ça, je vais en parler tout à l'heure. Ce sera un des points, effectivement. Le repas, en fait, il doit être fait dans les moins de 2 heures. Donc attention, je ne dis pas d'attendre 2 heures. Il doit être fait dans les 2 heures. Ok? Ça va? Pourquoi vous j'appelle fort? Je l'ai dit tout à l'heure. On reconstruit, certes, mais c'est parce que aujourd'hui, on sait une chose. C'est que si vous ne mangez pas tout de suite une source de protéines avec des glucides, vous n'allez pas pouvoir reconstruire la synthèse musculaire aussi bien que si vous mangez dans les 24 heures ou même dans les 12 heures. Imaginez-vous, vous mangez seulement dans les 6 heures. Vous allez faire la troisième mi-temps, vous rentrez plus tard, vous lève, vous et on sait bien le dire. Comment? Oui. Oui, tout à fait, un petit peu, quelquefois. Et beaucoup de bière.
déshydratants, donc on est dans des situations. En fait, c'est pire ce que vous dites, parce qu'en fait, lorsqu'on boit de l'alcool dans ce cas-là, il faut savoir que ce tableau, en fait, il vient comme ça. Donc, et donc la catastrophe, elle est là. C'est-à-dire que si vous le réparez, par exemple, et encore je suis sympa, que 80% de votre synthèse musculaire, les 20% qui sont là, demain, vous allez reprendre une activité physique ou le surlendemain, mais vous n'allez pas pouvoir les récupérer. C'est une réparation non faite, non réalisée. Et évidemment, à un moment, ça lâche. C'est comme ça que certains d'entre vous ou certains de vos amis ont eu des problèmes au niveau musculaire en disant ah, c'est la répétition, là maintenant j'ai passé l'écho, ça ne marche pas, j'essaie de m'y remettre, chaque fois j'ai des blessures, et ainsi de suite. Oui, bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas respecté leur corps, ils n'ont pas respecté les règles qui font en sorte qu'on n'a pas resynthétisé correctement, et donc automatiquement on abîme le muscle. D'où l'intérêt de manger rapidement de la protéine et des glucides. Mais ok le repas dans les 2 heures, quand il est tard le soir, on peut le faire quand même à l'heure obligée, sinon pas peut-être non plus. Alors quand il est tard, quelle heure? C'est ça, 20h30. Ok. Oui, voilà. Pas forcément préparé. Alors. Ok. Donc soit on n'a pas le temps de préparer son repas, on ne veut pas. Alors quand on est fainéant, façon de parler, je dis pas ça. Quand on est fainéant, en fait, à ce moment-là, on peut se permettre par exemple de faire un shake. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la whey et on va faire son propre shake. Le whey, c'est en fait de la poudre de protéines, d'accord, que l'on peut acheter. C'est une alternative en fait. Si il vaut mieux prendre quelque chose, je vais dire alors un grand terme artificiel dans ce cas-là, le whey. Attention, hein, moi la whey, j'en prends, c'est une marque Manavital, en fait, c'est une marque en fait, qui est produite par un dermatologue qui travaille en biologie, donc je suis certain effectivement que cette whey a une très bonne qualité, d'accord, parce que vous avez différentes qualités importantes dans les le whey, c'est une concentration de protéines. Okay. Je prends par exemple 100 grammes de cette poudre-là et j'ai 90 grammes de protéines. 95 ou 98 dans certains cas. Cette poudre, je vais la diluer, par exemple, personnellement, je mets avec un lait végétal, mais je commence à mettre de la purée d'amande, je mets des flocons d'avoine, je mets un morceau de mangue, je mets des flocons d'avocat, enfin voilà, je la charge. Si je rentre trop tard, il vaut mieux manger quelque chose de différent, ses habitudes, de ne pas manger du tout. De toute façon, mais je me léger, quoi. Moi, c'est de la soupe. Alors, si c'est de la soupe, qu'est-ce qu'il y a dans la soupe? Est-ce que les légumes sont riches en protéines? Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer? Haricots secs, c'est une alternative végétale. Est-ce que c'est bien de manger toujours le soir? Il faut être entraîné. Alors, ça pourrait être du fromage, effectivement, les produits laitiers sont généralement assez bien associés après en post-activité, mais ça pourrait être aussi des poulets, par exemple. On a cuit les autres jours. Des poulets dans un potage, ça peut être très sympa. J'ai cuit du riz la veille ou des pâtes grecques, je peux remettre ça dans le potage. Et là, je peux commencer à avoir un potage un peu plus riche. Vous voyez? Comment? Bien sûr. Je parle d'une activité post-sport. Hein. Là, je m'en fous du soir. Après le sport, je mange. Donc j'ai du potage, oui, mais la veille ou l'avant-veille, j'ai fait des pâtes, du riz, du quinoa, etc. J'en fais plus. Sachant que vous connaissez, si 20h30 vous rentrez dans votre entraînement et vous savez que vous êtes ce jour-là, toujours, par exemple, tous les jeudis soirs, c'est un peu difficile pour vous, vous devez vous entraîner à préparer déjà ça à l'avance. En disant, j'ai mon potage, oui, mais alors dans le potage, je mets des choses. D'accord? Ou je prépare un bon croque-monsieur avec, par exemple. Ou je fais quelque chose de facile, mais je complète. Dans un potage, on peut mettre du quinoa, on peut mettre des flocons d'avoine, on peut mettre tout ce que l'on veut. Il faut adapter effectivement notre alimentation au fait de pouvoir couvrir les besoins énergétiques. Ça va? Alors maintenant, je vais vous montrer des assiettes. À partir de ce soir, vous allez avoir de nouvelles assiettes. Quand je ne m'entraîne pas. Ça, je vous présente une nouvelle assiette. Vous avez la moitié de votre assiette qui peut être représentée par des légumes. Crus ou cuits, ou écuits, et un peu de fruits. Qui met le midi et le soir des légumes en proportion identique dans son assiette? Voilà. Il y a 3, 4, tant de pas, c'est le présent. Ok? Vous vous souvenez pour quelle raison j'insiste sur les légumes? Les micronutriments.
indispensable à la performance. Les céréales et féculents pour un quart, quasiment de l'huile évidemment, ça a l'équivalent d'une cuillère à soupe. Le midi, cuillère à soupe le soir. Et les VVPE, c'est viande, volaille, poisson, œufs. LAV, c'est légumineuses ou alternatives végétales. Okay, ceux qui sont dans cette tendance végétarienne ou végétalienne, il n'y a aucun souci, on peut tout à fait équilibrer. Ça, je ne m'entraîne pas. Le midi et le soir, ça peut être ça. Ça peut être aussi, exemple, 2 tranches de pain croque-monsieur, évidemment, avec un potage pour la moitié et l'autre des légumes en crudité. Il y a tout à fait, je fais un couscous, c'est pas de problème. Je mets le couscous, je mets le couscous poulet et je mets mes légumes. Oui? Bien sûr, sans problème. Qu'est-ce qui se passe si le corps en fait, n'a pas suffisamment de féculents sur la journée? Même le soir, effectivement. Le soir, surtout le soir, si on ne met pas de féculents le soir, on a tendance à voir, en fait, je généralise, d'accord, ici, je ne personnalise pas, parce que dans certains cas, moi-même, je mets dans certains plans alimentaires, pas de féculents le soir. Et c'est spécifiquement pour des raisons importantes et tout à fait déterminées par la personne. Mais généralement, il faut savoir un élément important, c'est que lorsqu'on ne répond pas aux besoins du corps, et donc lorsqu'on n'a pas de céréales, dans ce cas ici, le soir, le corps il a tendance à stresser. Lorsqu'on stresse un peu, c'est pas que pour la sérotonine. La sérotonine, vous allez surtout l'avoir via le tryptophane. Le tryptophane viendra aussi principalement des sources de protéines. Okay, ce qui est important dans ce cadre-là, c'est de ne pas stresser le corps. Lorsque vous stressez le corps, le premier réflexe, c'est quoi? Stock du gras. Si vous ne lui apportez pas les besoins nécessaires à ses besoins énergétiques, il stresse, il stocke. Quand on régularise tout simplement l'alimentation et qu'on revient qu'une fois les bases, j'ai beaucoup de personnes en fait en plan alimentaire qui prenaient du poids, qui je te jure, je mange quasiment plus de féculents, etc. Et je leur donne des assiettes et ils me disent tu me fais manger, toi, c'est dingue ça. Eh bien, j'ai perdu mon poids. Ben oui, on stresse plus ton corps. Donc voilà, en plus on peut faire commencer un peu l'activité physique. Lorsque j'ai entraînement, l'assiette va changer. Okay, dans le cadre de la course à pied, surtout dans le cadre de préparation d'un 10 ou d'un 21 km, vous allez travailler de la manière suivante, vous allez diminuer, on va majorer les légumes en fait, en faveur des céréales et des féculents. Donc, j'ai entraînement, le jour où j'ai entraînement, alors quand on dit entraînement, on bien, je ne parle pas d'un 30 minutes, alors on va parler tout à l'heure de à jeun, je parle au moins de minimum une course à pied, d'accord? L'huile et les VVPO, viande, volaille, poisson, œufs, légumineuses, alternatives végétales, donc les végétariens, végétaliens. Abordons maintenant la diversité faiblement appliquée. La diversité, ben oui, je vous le dis tout à l'heure, la plupart d'entre vous déjeunez de la même manière, vous avez souvent des plans alimentaires quelquefois identiques, tel jour, tel jour, tel jour. Qu'est-ce qui se passe si je mange toujours la même chose le matin? On se lasse déjà, un moment. Et puis le problème, c'est qu'on va avoir des carences. J'apporte toujours les mêmes nutriments le matin. Qu'est-ce qui va se passer là? Bon, je vais avoir des carences. Alors au début, on va voir l'incidence, mais après quelques mois, quelques années de carence, pour certaines substances vitaminiques ou minérales, ben, on peut avoir évidemment des effets secondaires. La diversité, c'est comme l'élément clé, c'est-à-dire que là, vous devez absolument faire en sorte d'avoir des paniers de légumes et de fruits très chargés, et faire en sorte d'avoir confiance au magasin. Moi, j'ai confiance au magasin, petit commerçant, je vais faire mes achats principalement biologiques ou chez des producteurs, mais je ne vais plus en grande surface. Si je vais en grande surface, c'est pour moi les lectures d'étiquettes ou espionner, des choses comme ça, mais sinon, je vais simplement dire, plus je vais faire des courses en grande surface. Aucun intérêt. Les légumes en fait coûtent le même prix en fait en biologique qu'en distribution. Moi, là, je peux vous prouver sans souci. Et puis il y a un élément important, on ne voit pas très bien, mais l'agriculture intensive est amenée à nous amener effectivement à avoir des aliments qui qualitativement sont extrêmement faibles, donc très, je dirais, médiocres au niveau qualitatif, pour évidemment, lorsqu'on part sur une alimentation beaucoup plus saine, sur un schéma alimentaire et une agriculture en fait beaucoup plus logique et biologique, sur une nature qui nous fournit tous les micronutriments nécessaires à notre bonne santé
et avoir la performance. Alors, ça, globalement, je vais vite passer, mais c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est ce que, un peu trop vite, c'est ce que vous devez avoir dans votre assiette. Globalement, 2 à 3 grosses portions de légumes, colorés de saison évidemment, vous pouvez mettre une portion cuite, une portion crue, des fruits, des légumineuses qui peuvent se partager effectivement pour ceux qui veulent cette tendance à passer 3 fois semaine, remplacer la viande évidemment. Par contre, les sources de protéines doivent être conséquentes. Si vous faites entre 4 et 5 entraînements par semaine, vous devez au moins avoir 2 portions de sources de protéines animales si vous êtes évidemment dans le carnet, ou si c'est végétal en quantité suffisante, et là vous devez quasiment avoir 3 à 4 fois des légumineuses et simplement des céréales importantes dans le repas si vous êtes dans végétarien. Oui. Est-ce que ça peut représenter en protéines comme ça en grammes? Ici, dans un quart d'une assiette, alors par exemple pour la viande, on est à peu près à 150 grammes. 150. Alors vous savez combien de Belges mangent de viande par semaine en poids? Ouais. Ouais. Alors le Belge en fait mange 1 kilo par semaine. Combien vous devriez en manger par semaine? 300 grammes. Voilà. Ouais, ça c'est au niveau carnet, 300 grammes par semaine, c'est largement suffisant. On est une surconsommation de protéines. Parce que les protéines, vous en trouvez aussi dans les céréales de manière importante. Et donc, on n'est pas obligé de manger de la viande comme on le fait aujourd'hui. Avoir 300 grammes de viande là, dans un cadre sportif, si vous répartissez correctement, souvent vous avez une surconsommation de protéines. Surconsommation de protéines, vous fatiguez pour rien pour rien. Ça vous coûte très cher. Votre budget alimentaire, il va vous coûter 25%, 30%, pour rien du tout. Non, vous avez dépensé de l'argent, c'est pas un problème. En soi, il faut savoir qu'aujourd'hui, avoir un peu plus de protéines et faire fonctionner les reins, c'est en soi, on constate que c'est plus trop grave. On pensait que c'est grave, on ne savait plus. Mais par contre, ça peut avoir un excès si par exemple on fait une activité physique qui n'est pas du tout adaptée. Si on n'est pas suffisamment régulier en termes d'effort, si on n'est pas suffisamment exercé, on peut avoir une incidence. L'excès de protéines a un coût à avoir notre âme. Okay, donc bien sûr, on est dans des concentrations, oui, beaucoup plus faibles, ça choque tout le monde. Mais c'est la réalité. On mange beaucoup trop de saloperies en fait dans nos pays industrialisés. Et on ne cherche pas suffisamment en céréales, en féculents. Ça doit représenter, lorsque vous faites par rapport à votre énergie totale, ça doit représenter quasiment entre 50 et 60% d'énergie totale des céréales. Vous imaginez? Là, ça doit représenter, chez vous, amateurs, 12% d'énergie totale. 15 à la rigueur pour les plus gourmands. Mais le Belge, il est à 20-25%. Vous pouvez dire, c'est pas grave. Il gagne plus cher. Donc vous avez dit la viande, 150 grammes Oui. par jour. Mais 150 grammes, j'ai parlé d'assiette. Par jour. Ce qui veut dire que le soir même, vous faites 150 grammes, vous avez votre quota sur la semaine. Ah, vous trouvez d'être imaginatif pour trouver autre chose que de la viande. Là, vous avez le poisson, si vous avez les œufs, vous avez les alternatives végétales, vous avez les légumineuses qui sont là. On oublie ça, les légumineuses. C'est extrêmement intéressant. Commencez par les lentilles corail, par exemple. C'est très facile à travailler, 10 minutes de cuisson, sans trempage. Le houmous, les pois chiches, c'est facile à faire. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je sais hein, que c'est un changement brutal. Hein. Moi, je parle de performance et ce qui est optimal. Okay, alors, les aliments plaisir, on en a parlé beaucoup. Petit clin d'œil, évidemment. Moi, je viens de Montréal, là, où paraît qu'ils sont les poissons, les coureurs des bois, s'alcooliser. Là, il faut écouter à se connaître, simplement. Moi, j'ai pas de problème, évidemment, on peut profiter de la vie, c'est pas un souci. La seule chose, c'est que si vous profitez d'un éclair au chocolat, d'un verre de vieux, etc., juste après la course, vous êtes certain, effectivement, que ça va fonctionner. Après, ne vous étonnez pas, effectivement, que vous allez avoir des problèmes digestifs. Ça, c'est clair. Vous devez simplement adapter votre schéma alimentaire au fait que vous devez simplement éloigner tout ça loin des entraînements. Ok? L'entraînement, alors nutrition adaptée, le à jeun, effectivement, donc je vais en parler. Qui court à jeun, ici le matin, quelquefois.
fois? Ok. Comment? Ok, tout le temps, tous les jours. Non, 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 tu te penses. Je vois du jeu de café, c'est tout. Alors, pas de problème pour courir à jeun. La seule chose, c'est que tous les jours, effectivement, c'est excessif. Vous risquez en fait un catabolisme, c'est-à-dire vous risquez de manger vos muscles et de remplacer le muscle par le gras. Et donc c'est pour ça que dans certains cas, il y en a certains qui me disent Pierre, j'arrive pas à perdre du poids. Ça fait des années que je suis comme ça et j'ai toujours une épaisseur, etc. Je n'ai pas eu des 14 heures, vous faites trop de H2. Le H1 peut être intéressant si vous y allez lentement. Si on démarre lentement, c'est comme si on faisait un échauffement. Relax. Zone 1, zone 2, on ne va pas dépasser la zone 3. Ok, on n'est pas. On est sur endurance. Ok. On peut faire. Alors, l'idéal, c'est comme on parlait de zone 1, zone 2, ben, on va utiliser un peu dans les graisses tout doucement en relax. Ok. Quand on parle d'endurance comme ça le matin à jeun, moi ça m'arrive de courir pendant 2h, 2h30. Aucun intérêt. Non, vous faites vos muscles. Non, mais c'est donné que. Ah, alors là, c'est autre chose. Si on fait un agent, en fait, et qu'on. Alors, on n'est plus agent dans le sens où on démarre agent, évidemment, parce qu'on n'a pas déjeuné, mais on prend alors une boisson diatonique, effectivement, donc on prend une boisson avec des sucres. Là, évidemment, on va répondre aux besoins. Okay, donc, on doit au moins être quasiment à 40 grammes de sucre par litre. Oui, tout à fait, là, il n'y a pas de souci. Parce que là, on répond aux besoins, c'est-à-dire le corps, à un moment, il va avoir sa dose de sucre, en fait, et on va continuer à mourir. Okay, donc, en endurance pure aussi, alors. Hein. Si on fait les intervalles, on va devoir monter alors quasiment à 60 grammes de sucre. Okay. Mais si je pars simplement en 30 minutes sans eau, je peux le faire aussi. Okay, je prends un grand verre d'eau avant de partir, je suis parti, je fais mes 30 minutes, c'est tout à fait faisable. Okay. Mais le problème, c'est que si vous faites un intensif, ce qui va se passer, c'est que au lieu de prendre de l'énergie, de prendre des molécules, de construire un muscle, après ce agent, vous allez faire l'inverse. Vous allez prendre ces muscles complexes du muscle pour en créer de l'énergie et évidemment des molécules simples. Donc, si vous faites de l'intensif à jeun sans boisson isotonique, ben, ça ne marche pas. Vous perdrez le muscle. Par contre, vous courez 8 heures. Alors, évidemment, il y a des gens qui sont assez exceptionnels. Vincent Rousseau courait facilement 1h30 à jeun sans problème. Oui, c'était son métier aussi. C'est ça que je répète bien, n'est pas du tout dans la même sphère neurophysiologique que les professionnels. Okay, donc c'est vrai que le problème, c'est que quelquefois on lit des choses dans les magazines qui correspondent évidemment à la vie d'un pro. Si vous devez en faire votre métier, ça s'apprend. Ça s'apprend très très jeune. Juste en par exemple, on se lève très tôt le matin, alors on a envie d'aller courir, mais on peut déjeuner. On peut manger un peu de céréales, un petit morceau de boudin bien mûr, et aller courir, ou c'est pas possible. Si, alors vous devez faire un décalage. Si je prends une banane bien mûre, je décale alors quasiment de 20 minutes, ma course à pied. Si je prends des flocons d'avoine, je décale, moi je les assimile assez vite, en une demi-heure, 3 quarts d'heure, je peux partir. Mais certains, il faudra une. C'est pour ça que vous devez vous connaître, vous devez vous apprendre, vous devez noter effectivement ce qui fonctionne bien chez vous. Certains, en fait, me disent, moi, je pris une tranche de pain, moi, dans la demi-heure, je peux partir. Certains me disent, moi, j'ai pris une tranche de pain, écoute, j'ai parti une demi-heure, j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise. Par contre, j'ai dit, tu décales. On décale chaque fois, on fait l'expérience par quart d'heure. Tu décales d'un quart d'heure. Puis 45 minutes, j'ai fait la même distance, c'était génial. Je me suis senti super bien. Ok. Je vais prendre une morceau de pain et partir, aucun intérêt. Ça va? Et courir à jeun, c'est un but pour l'amélioration, ou alors c'est parce qu'on va courir tôt le matin et qu'on n'a pas le temps de manger? En fait, on a remarqué que ça pouvait être intéressant pour la performance, oui, et c'est intéressant pour la perte de poids. Hein, donc lorsqu'on court dans cette zone 1, zone 2, effectivement, un tout petit peu. Alors c'est vrai que tout à l'heure on a parlé de 30 minutes, mais déjà 30 minutes ça peut être très très efficace déjà, quand c'est répété quasiment 1 à 2 fois par semaine. Okay. Parce que la perte de poids, dans une course, si on fait 5 km, on va voir la différence. Et quand on fait un maintien ou un marathon, perte de poids. Et qu'est-ce qu'on appelle à jeun? C'est pas manger le matin, mais est-ce que c'est aussi. Je prends un verre d'eau, je suis parti. Oui, mais c'est aussi manger modérément le soir, la veille, ou, non. Ou manger normalement. Vous avez un repas comme je l'ai proposé. Après, pas complet, après combien de temps on a
En général, c'est la période de nuit. Donc on est à jeun en fait sur une période quasiment entre 8 et 16 Si on heures. s'entraîne à 18 heures et qu'on a mangé à midi, on n'est pas à jeun. Si quoi? Si on a mangé à midi, qu'on s'entraîne à 18 heures sans rien. On n'est pas à jeun. Non. À jeun, c'est beaucoup plus la période en fait, de 12 heures la nuit. Hein. Vous avez soupé, vous avez une période à jeun comme ça, on est vraiment sur une période beaucoup plus. Maintenant, la seule chose, est-ce que quand vous rentrez de cet exercice, même s'il est léger, est-ce que vous devez manger ou pas? Mais bien sûr, vous devez manger. Ça ne fonctionne pas. Vous allez, avec certitude, si vous ne mangez pas, surtout même avec une boisson isotonique, hein, vous risquez effectivement d'aller vers le catabolisme. Ça va? Alors, je termine avec les croyances. Les croyances, ça c'est un truc extraordinaire, hein, mais quelquefois on vient me dire oh, j'ai lu ça, Pierre, oh, c'est incroyable. Ah oui, tu l'as testé? Ouais, j'ai testé, c'est super. Les croyances, c'est extraordinaire. Il y a 10 000 bouquins là-dessus sur les croyances. Il y a des choses qui sont très bien écrites, comme des choses où je dis c'est impressionnant. Hein, il y a une information sur deux sur la nutrition sur Internet qui est fausse. Une information sur deux. Imaginez. Pas documentée. Il y a des formations. Il y a 30% des informations sur Internet sur l'alimentation qui sont complètement à l'opposé des besoins du corps. Et des gourous extraordinaires qui sont capables de faire des mouvements de foule, c'est impressionnant. Les croyances, évidemment, il y en a des vraies, hein, comme celle-ci. Hein. Donc si vous voulez arrêter de travailler demain, profitez-en. J'ai demandé pour les pâtes de fruits. Et puis l'élément clé, c'est vous. C'est vous, en fait, la clé du succès. C'est vous qui devez avoir confiance en vous. Vous représentez déjà, en Belgique, vous êtes dans les 25% des personnes. Il y a 25% des Belges qui courent. C'est bien. Soyez fiers de ça. C'est super important. Il y en a 75% qui ne font rien du tout. Donc il faut être content. Et quand on est content, on s'applique. Et dit pourquoi pas faire un pas en avant? Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des changements quelquefois qui sont brutaux. Vous n'êtes pas obligé de les faire demain, enfin il y en a certains oui, mais alors je vous ai présenté en fait pour clôturer les principales erreurs nutritionnelles. Moi je veux simplement vous dire que avec ce que je vous ai expliqué, on pourrait maintenant changer le titre. C'est vous dire c'est les principaux avantages nutritionnels. Je vous ai expliqué les principaux avantages pour se différencier par rapport aux autres qui ne sont pas venus. Déjà. Tant pis pour eux. Quelles sont vos priorités en conclusion? L'équilibre énergétique, on évite les carences, essayez de faire en sorte d'avoir une balance énergétique en votre faveur. Ok? Gestion de l'énergie pendant l'effort, la boisson de c'est boisson de l'effort. Ne l'oubliez pas. Optimaliser le poids versus la puissance, c'est une gestion de poids, c'est important, effectivement. Ça c'est clair. Quand on a trop de poids, évidemment, ça a une incidence sur les capacités. Okay. Maximiser la digestion. Le repas est timing, comme je le dis, on règle les 3 heures par exemple, ou après l'exercice, c'est la falaise métabolique. La falaise métabolique est surtout dans le cas des blessures. Pour éviter les blessures, l'hydratation, la régularité de l'exercice et le repas après l'exercice physique. D'accord? Alors, une petite chose, c'est que continuez à courir après vos rêves, parce que même si vous avez fait des pas, c'est pas grave, vous faites du sport, comme c'est indiqué, c'est top. Continuez évidemment. Vous avez les professionnels à votre disposition. Okay, il y a toute une série de professionnels de la santé qui sont orientés sur le sport. Vous avez la chance en Belgique, il faut savoir qu'on est bien classé, on a de bonnes écoles en nutrition du sport. On est bien positionné parce qu'on sait ce que l'on fait. Ils sont à votre disposition. Profitez de ça aussi. Je vais profiter de faire passer un truc.